C'est un crime exécrable. J'ai tué mon ex pendant le divorce. Et je me suis allé à la police d'Ottawa, c'était Ottawa, on habitait en ce moment, pour dire, tue-moi, je viens de tuer mon ex. C'est quand la dernière fois que vous avez pris de l'alcool? Le jour de mon délit, j'étais ivre, qui était le 13 novembre 1991. Le jour que je vais jamais oublier. Comment c'est en prison, Colin? On s'habitue. L'être humain est capable d'une énorme Adaptation. adaptation. Oui, nous pouvons. C'est le mot que je cherchais. Merci. Je pouvais même pas trouver ce mot en anglais. La première fois que je suis sorti de prison pour une excursion de jour, pour une passe de jour, j'ai été étonné par des changements que j'ai vus dans la société. Tout le monde habillé en noir, qui n'était pas. Il y avait des automobiles blancs que j'ai jamais vus dans ma vie au Québec. Et tout le monde était fixé sur cette petite carreau plastique et métal noir qui était devant leur visage. Pratiquement les jeunes marchaient comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Je suis Jocelyne Sima. On dit souvent que les livres nous permettent de nous évader. Mais pour mon invité d'aujourd'hui, l'écriture n'a pas été une simple évasion, elle a été une survie. Une reconstruction et une fenêtre ouverte sur le monde alors qu'il était enfermé entre 4 murs. Il est un auteur au parcours atypique, complètement différent. Anglophone de naissance, c'est pourtant dans la langue de Molière, apprise dans un contexte difficile, qu'il a choisi de raconter la société. Chroniqueur depuis plus de 5 ans pour Reflet de Société, traducteur et auteur aux éditions TNT, il pose un regard lucide, parfois critique, mais toujours humain, sur la marginalité, la justice et le vivre ensemble. Autour de Vue de ma cellule, Teammates, Marginal and Proud of It, il est la preuve vivante que l'on peut rebâtir des ponts là où on pensait qu'il n'y avait que des murs. Je suis très honorée de recevoir Colin McGregor today. Bonjour, Colin. Honoré, c'est un grand mot, merci. Merci de cette introduction. All right, Pourquoi je parle en anglais? I don't know. Anyway, donc j'ai parlé un tout petit peu de vous au début, mais j'aimerais, si vous le permettez, que vous expliquiez à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent qui vous êtes exactement. C'est quoi votre parcours? Mais moi, je viens d'une famille assez cossue à Westmount. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres. Je suis allé à toutes les bonnes écoles. J'ai fait j'ai fait mon cégep au collège Marianopolis, qui existe toujours à Westmount, petit collège privé. Et puis je suis allé à McGill où j'ai commencé en économie et j'ai terminé mes études en philo. J'avais un allumage, là. Après ça, je suis allé à Halifax pour travailler comme journaliste au Halifax Daily News. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années comme journaliste et pigiste et publiciste et plusieurs autres choses. Mais toujours, j'avais un pied dans le journalisme et l'écriture. J'avais un terrible et un énorme problème de boisson pendant tout ce temps-là. J'ai gaspillé beaucoup d'opportunités, j'ai gaspillé ma vie. Et en 1991, j'avais 29 ans, quand, après un divorce très amer, il n'y a aucune façon de l'évader mon crime, mais c'est un crime exécrable. J'ai tué mon ex pendant le divorce. Et je me suis allé à la police d'Ottawa, c'était Ottawa, on habitait en ce moment, pour dire, tue-moi, je viens de tuer mon ex. J'ai passé 29 ans derrière les barreaux. Et la première moitié de ça, je dirais, ou le premier 10 ans de toute façon, j'étais très amer. J'avais aucun remords, j'étais très amer envers le système. J'étais sans abri avant le crime et je blâmais tout le monde pour mes problèmes. Mais éventuellement et graduellement, la caméra s'est tournée vers moi. Et je me suis dit, moi, je suis l'auteur de mes malheurs, moi, je suis responsable pour ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur moi-même. Dans ce temps, il y avait un autre détenu, Jean-Pierre Bellemare, qui se retrouve encore derrière les barreaux pour d'autres crimes, qui m'a approché un jour, qui était chroniqueur pour la revue de thématiques sociales Reflet de Société, m'a dit, toi, tout le monde sait que tu étais journaliste, pourquoi tu n'essayes pas de faire une chronique? Puis j'ai fait une chronique et je l'ai envoyée à Raymond Vigé, qui est le travailleur social, qui est le grand mécène, le grand Manitou de Reflet de Société, édition TNT. Ils ont traduit mes propos d'anglais en français.
Le lectorat l'aimait. J'ai continué. Éventuellement, j'ai fait en français, mais au début, j'ai fait tous mes textes en anglais, écrits sur mon petit ordinateur Dell que notre éditeur de quotidienne m'a envoyé comme cadeau derrière les barreaux, juste un mois avant qu'ils ont fermé la porte sur tous les ordinateurs personnels des détenus. Et ça m'a donné pas juste un exutoire, mais une chance de parler de mes remords et de le processus, de mon acheminement et de ce que je voyais autour de moi, comme vous avez dit, par une lentille humaniste. Je voulais pas dire que tous les gardiens étaient méchants ou tous les détenus méritent d'être là. Une prison, c'est une collection des êtres humains, enfin, gardiens et détenus. Et on a nos grandes qualités, nos grands défauts. Et tout le monde essaye de faire leur mieux dans une situation très difficile. Donc, c'est ça que je voulais. Et parce que je suis un clown, j'avais ajouté beaucoup d'humour dans mes chroniques aussi. J'ai parlé, par exemple, de quand vous êtes en solitary confinement, quand vous êtes dans l'isolement. Ouais. C'est bien d'inventer des animaux invisibles avec qui vous pouvez jaser. Le temps passe mieux. Mon animal invisible, c'est un écureuil de 6 pieds qui s'appelle Doug. Mais j'ai donné des conseils au monde qui était en solitaire, mais vous pourriez pas utiliser Doug. Doug, c'est mon écureuil de 6 pieds. Et c'est des choses qu'on faisait avec Doug pour passer le temps. C'est le genre de choses. J'ai aussi parlé de la tragédie des séparations familiales, des écarts. Moi, je suis pas en contact avec ma propre famille. Comment ça pèse lourdement sur du monde. J'ai parlé de plusieurs affaires. Et j'ai appris que il y a un grand intérêt pour les recoins sombres dans notre société. Il y a beaucoup de monde qui veulent savoir comment c'est d'être en prison. Et l'autre chose que j'ai appris ça fait 5 ans depuis que je t'ai libéré maintenant, qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à ouvrir leurs portes et leurs bras pour quelqu'un qui essaye une seconde chance, une deuxième chance dans la vie. Au Québec, au moins, j'étais jamais libéré dans une autre province. Il y a un énorme, il y a du monde avec du cœur qui sont prêts à m'accepter, me donner, pas m'accepter sans condition, mais de me donner une autre chance à la vie. Et c'est que je retrouve à Hochelaga-Maisonneuve, où retrouvons nos bureaux. Il y a beaucoup à Hochelaga-Maisonneuve, ça se gentrifie, ça devient plus cossu, mais il y a toujours beaucoup de misère humaine et beaucoup de sans-abri, beaucoup de toxicomanes, de dépendants et de monde avec des problèmes mentaux. Et en tant qu'alcoolique, je ne peux pas prétendre que je n'avais pas des problèmes mentaux. Et il y a beaucoup de marge de manœuvre pour aider des autres, je trouve. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par le Café Graffiti, c'est le nom du bureau où je travaille. C'est connu pour aider du monde avec des arts graffiti et de tenir des ateliers en arts et graffiti et de faire des tours des graffitis, des arts graffiti dans le quartier. C'est un excellent endroit pour recommencer une deuxième vie. J'aurai 64 ans la semaine prochaine. Je suis plutôt à la fin de mon parcours qu'au début. Ils disent que quand vous faites des choses dans la vie, quand vous êtes jeune, vous êtes en train de construire un résumé. Quand vous êtes sexagénaire et vous faites des différentes affaires comme je fais dans la vie, vous êtes en train de bâtir un avis d'essai. Et c'est ce que je fais maintenant, dans la mesure du possible. Wow, OK. C'est beaucoup de choses à Digérer. take in. OK. Yeah. OK, je vais commencer par une question directe. Vous Oui. disiez, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment c'est en prison. Comment c'est en prison, Colin? C'est quoi votre expérience à vous? On s'habitue. Une chose, pendant mon procès, j'étais dans une cellule de 7 pieds par 10 pieds avec 4 autres détenus qui faisaient leur procès en même temps. Et j'aurais pensé, avant d'être arrêté, que j'aurais jamais pu survivre une telle expérience. Mais une des choses que j'étais pas là juste avec des sans-abri et des voyous. Il y avait des avocats et des médecins et des comptables et des différentes personnes que vous trouverez derrière les barreaux. Et on s'est mis d'accord sur un point. L'être humain est capable d'une énorme
Adaptation. Ouais. Adaptation, oui. C'est le mot que je cherchais, merci. Je pouvais même pas trouver ce mot en anglais. Mais en français. On est capable d'adapter à des situations. En prison, vous n'avez rien. Vos vêtements sont donnés par l'État. Vous mangez ce que l'État vous donne, sauf que vous êtes en minimum et vous faites votre propre épicerie. Les portes ouvrent à une certaine heure, ils ferment à une certaine heure. Les règlements sont stricts. Mais je me suis devenu accoutumé à ces restreints. Mhm. Ça devient rassurant. Puis une des choses que je fais maintenant, je suis libre, je m'impose une certaine discipline sur moi-même. Je me couche aux mêmes heures chaque soir, je me lève aux mêmes heures, j'ai mes activités de la semaine. Je mange à une banque alimentaire que bien du monde va connaître, ce qui s'appelle Chic Resto Pop, ou comme la prison, ils vous donnent un cabaret et vous mangez. Je trouve ça rassurant. Quand vous devenez très dépendant quand vous êtes détenu. C'est une dépendance qui est impossible à complètement éviter lorsque vous êtes libre. C'est un milieu de dépendance. Il y a la violence, il y a la chicanerie, il y a la drogue, il y a la boisson. Mais c'est pas quelque chose... La violence que vous voyez en prison, et moi j'ai été battu quelquefois, et par les gardiens et par les autres détenus. C'est pas quelque chose que vous pensez de tous les jours. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Puis vous savez jamais quand ça peut arriver. Si vous obsédez là-dessus, vous pouvez devenir très parano. Il y a beaucoup de monde parano qui sont dedans aussi. Toute la prison est penchée sur l'avouement de vos crimes et de vos péchés, de vous travailler sur vous-même. Il y a du monde qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes et c'est ceux qui restent dans le système tristement. Il y a des innocents qui prétendent leur innocence, mais s'ils n'avouent pas leurs crimes, ils ne sortent pas. Et c'est une des tragédies. Ça se peut qu'il y ait beaucoup d'innocents en prison, mais quand quelqu'un dit... vous donne leurs histoires, vous devenez un peu sceptique parce que vous entendez la même affaire encore et encore. OK. Quel était le plus dur? Est-ce que c'est partager un espace confiné avec du monde? Est-ce que c'était la solitude? Est-ce que c'était le fait, je ne sais pas, vous avez dit vous n'êtes plus en relation avec votre famille. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné? Je sentais abandonné avant mon crime. Ma famille m'a abandonné pendant mon mariage. Parce que mon père est tombé, lui aussi était alcoolique, il est tombé en chômage, puis sur assistance sociale. Et tout ce qu'il voulait de ses fils et son entourage, c'était l'argent. Et il est devenu très irrationnel et j'ai été abandonné longtemps avant que je suis arrêté. La chose la plus dure, c'est exactement ça, de vivre en communauté avec des autres qui sont parfois irrationnels et difficiles à prédire. Les stéréos qui sont forts, je déteste ça. Vous avez votre propre cellule, mais il y a une rangée de 20 cellules où tout le monde doit vivre tranquillement et partager des choses et prendre les douches ensemble. Et c'est ça le plus difficile. Et maintenant que j'habite toute seule dans un studio à Rosemont, le monde me dit, vous n'êtes pas lonely? Et je lui ai dit non, j'adore ma solitude. C'est quelque chose que je manquais pendant très longtemps. C'est ça le plus... L'autre chose qui est le plus dur, c'est de penser à votre crime. Parce que quand vous êtes en dedans et vous pensez de votre délit et les dommages que vous avez faits, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire pour réparer vos torts. Il n'y a presque rien. Vous êtes empêché de contacter, évidemment, et je suis toujours empêché de contacter la famille de la victime, et j'accepte ça. Ou de retourner à Ottawa, le lieu du crime, et j'accepte ça. C'est bon pour moi. L'Ottawa n'est pas plein de bons souvenirs pour moi. Mais de vivre avec votre culpabilité et c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté à écrire pour Raymond Vigée, Reflet de société, c'était que c'était une façon de réparer mes torts et de sensibiliser du monde, d'avoir des contacts avec le monde à l'extérieur. Il y avait des anciens amis d'école qui m'ont contacté dès que je commençais à écrire. Et j'écris pour des autres revues, surtout religieuses aussi, qui m'ont dit, je savais pas ce qui s'est passé avec toi, comment c'est passé. Je commençais à avoir un peu des visiteurs et je retiens contact avec ceux qui m'ont contacté derrière les barreaux toujours. Il y avait du monde, j'ai trouvé, qui était
prêts à me donner d'aide. Pas beaucoup de monde, pas tout le monde. Je ne pouvais pas retourner à Westmount, à mon ancienne vie. Mais tant mieux. Est-ce que c'est lorsque vous étiez derrière les barreaux que vous avez appris à parler français? J'ai parlé un genre de français quand j'étais dehors. J'ai travaillé dans la fonction publique pour un temps. J'ai fait des traductions là-bas. Le monde me dit que j'ai un accent très curieux en français. Je parle avec un accent britannique quand je parle français. Oh, Et c'est parce que, je ne sais pas si votre auditoire sera d'accord, mais c'est parce que quand j'étais jeune dans une école privée à Westmount, tous nos professeurs de français étaient britanniques parce qu'ils ne voulaient pas nous contaminer avec l'accent régional du Québec. Wow, c'était à ce point-là. C'était à ce point-là. Wow. Mais c'est sûr que mon français a beaucoup amélioré. J'ai fait des efforts pour écouter. La première émission que j'écoutais régulièrement en français était La fin du monde est à 7 heures. Et j'adore ce genre de comédie. Et puis, j'ai commencé à écrire et j'ai fait même si j'ai fait du cégep en anglais à l'extérieur, il y avait des cours de cégep à l'intérieur. Je les ai tous pris en français. Et j'ai gagné un certificat en humanité, un DEC en sciences humaines, en dedans. Et ils croyaient que j'étais le seul Québécois avec un DEC en sciences humaines en anglais, exactement le même DEC en français. OK. Dernière question sur l'environnement carcéral et tout ça. Vous êtes sorti. La plupart des gens, quand ils sortent, leur difficulté, c'est vraiment la réinsertion sociale. Oh, c'est sûr. Exact. Mais vous avez réussi à être maintenant chez Café Graffiti. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un peu d'astuces sur comment faire pour ceux qui nous regardent? Well, pour les jeunes, c'est très facile parce qu'il y a beaucoup... C'est plus facile parce que c'est jamais facile, mais c'est plus facile parce qu'il y a des emplois en construction en masse. OK. Les compagnies de construction et les usines à Laval, où étaient les 2 dernières prisons où j'étais, dans l'est de Laval, allez dans la prison pour recruter des jeunes. Si vous êtes en bonne forme et dans la vingtaine, vous pouvez gagner un bon salaire. Le monde est beaucoup plus facile en sortant de la prison. Mais pour des sexagénaires et de monde âge plus avancé, les opportunités d'emploi sont beaucoup moins. Et je dois pas... C'est pas des nouvelles que le coût de logement est très, très élevé à Montréal. Exact. Puis pour quelqu'un qui est quinquagénaire, sexagénaire, septagénaire, l'ajustement à la société est très difficile. Et je dois vous dire que je déteste toujours les téléphones cellulaires. Pourquoi? Oh, c'est trop. Vous êtes reachable. Vous pouvez être contacté n'importe quand, le jour et la nuit. Vous n'avez pas de solitude, de privacy. OK, vous avez vraiment... Vous profitez de votre solitude, là. Vous voulez la garder, vous voulez pas être joint. Ce que je dis aux jeunes avec qui je travaille au Café Graffiti, et quand la révolution des aînés aura lieu, on va jeter tous les ordinateurs et tous les téléphones cellulaires dans le salon. La révolution des aînés, ça, c'est cute. All right. Revenons maintenant à votre bibliographie. OK. Vous avez plusieurs livres. Oui. En anglais, en français. J'ai fait des traductions. J'ai traduit 2 livres de Raymond Vigée de l'anglais en français. Yeah. Trois, parce qu'il y a ce tome de poésie aussi. It's Always Darkest Before the Dawn. Après la pluie, le beau temps. Qui a publié il y a plus de 30 ans, qui est un best-seller dans le monde de la poésie, dans le monde restreint de la poésie au Québec. Raymond m'a envoyé des textes qui étaient lus par... Il y a un censorat en prison. Il lit tout ce qui sort et tout ce qui rentre. Quand vous envoyez une enveloppe et c'est pas votre avocat, vous devez le laisser ouverte pour qu'ils peuvent le lire en sortant et en rentrant. Puis tous les textes que j'ai faits étaient lus, toutes les traductions que j'ai faites étaient lues, mais c'était dans une... C'était une thématique, c'était tout dans les thématiques sociales. Puis le monde pensait que c'était une bonne affaire dans mon acheminement pour les faire. C'est pas comme j'ai écrit un texte sur ma vie comme criminel ou mes plaintes contre la police ou quelque chose comme ça. C'était tout... surtout pour... Raymond écrit surtout pour les jeunes parce qu'il est travailleur social depuis 35 ans. Auprès des jeunes. Puis beaucoup de textes que j'ai écrits. Et j'ai écrit aussi un roman qui s'appelle Teammates, en anglais, qui est basé sur ma vie en tant qu'ado à Westmount,
qui était très bien critiqué et très bien lu. Mais le plus grand best-seller que j'ai écrit à date, c'était le plus récent, Vue de ma cellule, qui vend comme des petits pains, je dis sans humilité, dans des salons de livres. Justement, ceux qui n'ont pas encore lu Vue de ma cellule, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Well, c'est une collection de mes chroniques, OK. dedans, et quelques heures après sur mon acheminement à l'extérieur, et sur des différents sujets qui touchent des ex-détenus. Puis les chapitres, j'étais restreint par l'espace dans le magazine, puis les chapitres sont assez courts, on dit de 700 à 1000 mots. Et chacun des textes adresse un différent sujet, à un différent point de mon acheminement. Puis tu peux tracer mon acheminement par comment j'ai écrit et qu'est-ce que j'ai écrit. Quand vous êtes dans une prison médium, par exemple, vous n'avez pas de chance de faire des excursions de jour, comme dans un minimum. La vie à l'extérieur, ce que tu vois à la télé. Parce que la grande cour est entourée, encerclée, des fils barbelés, des arbres. Tu vois rien de changement, ce qui se passe dans la société. Puis j'ai passé plus de 20 ans, 25 ans un peu moins que 25 ans, dans les conditions de sécurité médium. Puis la première fois que je suis sorti de prison pour une excursion de jour, pour une passe de jour, j'ai été étonné par des changements que j'ai vus dans la société. Tout le monde habillé en noir, qui n'était pas. Il y avait des automobiles blancs que j'ai jamais vus dans ma vie au Québec. Et tout le monde était fixé sur cette petite carreau plastique et métal noir qui était devant leur visage. Pratiquement les jeunes marchaient comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça doit être étonnant de sortir. À part ça, quelles sont les choses, lorsque vous êtes sorti, qui vous ont frappé? À part, oui, l'addiction au smartphone, et puis, c'est vrai que c'était beaucoup plus coloré avant. Le monde, Ouais, le monde était plus des coloré mondes avant. de Québec dans les années Ouais, 80, c'était plus 90, fleuri, plus coloré, plus... beaucoup Ouais, plus ouais, ouais, coloré. Il y ouais. avait des manteaux blancs. Tu vois, mais tout le monde, quand je suis sorti la première fois, était habillé. C'était novembre. Ouais. Il y avait de la neige. Et puis tout le monde était habillé en noir à Laval, où Ouais. j'ai fait une excursion de jour pour nettoyer un bazar d'une église catholique. C'était mes premiers pas vers la liberté, de passer 4 heures dans le sous-sol d'une église. Mais la route aller-retour, Hmm. j'étais étonné par les différences que j'ai vues. Est-ce que vous avez senti aussi des différences dans, pas matériel, mais, ou informatique ou technologique, mais les différences dans les individus? Oui, tout d'abord, Ouais. faut dire, quand j'étais dehors, et sans doute c'est une observation basée sur ma petite communauté anglophone de l'ouest de l'île Mhm. à qui j'ai donné, l'alcoolisme est beaucoup moins toléré, accepté ces jours-ci. Oh, ok. Ouais. Beaucoup moins toléré. Quand j'étais dehors, c'était pas, mon père était homme d'affaires alcoolique, mais il a continué il n'a pas perdu son emploi à cause de l'alcoolisme. Particulièrement, c'était accepté que vous buvez trop. Ouais. Le monde sont plus en shape, en forme physique. C'est sûr. Et le monde communique moins individuellement Ouais, ouais, à ouais. cause de la technologie. Tout le monde texte à tout le monde. Quand je suis dans mon bureau, il y a peut-être 5 à 15 personnes qui travaillent. C'est une salle. C'est une grande affaire où je travaille. La plupart sont dans la vingtaine. Hmm. Moi, je préfère d'aller à leur bureau, à 10 pieds ou 20 pieds de moi, pour dire ce que j'ai à dire, Ouais. pour transmettre un message. Mais il dit, pourquoi tu me textes pas? Pourquoi tu me textes pas? Puis j'accepte maintenant le fait qu'il faut texter du monde avant qu'on le parle directement pour pas les étonner trop. Qu'est-ce que les gens qui ont lu Vue de ma cellule vous disent? C'est quoi les retours que vous avez?
Qu'il trouve honnêtement, je dis encore une fois sans humilité, qu'il trouve et vous allez le lire, vous ne l'avez pas encore lu. Je vais le lire, oui. OK, c'est Certain. qu'il trouve ça charmante et plein d'humour. Et quand les gardiens qui ont lu, quand j'étais en prison, tous les Ouais. gardiens ont lu tout ce que j'ai Ouais. dit. Ils m'ont dit que j'étais fair. J'étais équitable. Ouais. Je penchais pas pour un côté ou l'autre dans la lutte de la Ouais, loi ouais. derrière les barreaux. Ça, c'est une bonne validation, ça. Yeah. Ça, c'est Ouais, une bonne validation ouais. que les gardiens aimaient Ouais. autant que autant que les détenus. OK. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas. Il y a des choses très tristes en dedans et dehors de l'incarcération que j'ai pas traitées. Si je pouvais pas être équitable, je n'ai pas traité un tel sujet. Des différents sujets. Par exemple, les évasions. Les gardiens détestent quand vous écrivez des évasions et des tentatives d'évasion. Il y en C'est a eu pendant que vous tabou. étiez là. Oh yeah, il y avait plusieurs. Il y a une personne à Cowansville, quand j'étais à Cowansville, qui s'est cachée dans un camion de vidangeur. OK. Et puis le dump, Ouais. qu'est-ce que c'est un dump en français? Ah, Le garbage dump Ouais. était à 15 kilomètres de la prison à Granby. Puis ils ont dumpé leur vidange dans le dépotoir, et tout de soudain, ils voyaient quelqu'un qui courait d'un sac et quitter le dépotoir. Et ils n'ont jamais retrouvé ce gars. Et ce gars, Wow. il a mis une sosie, une dummy, un À la mannequin prison. dans son lit. Yeah. Donc, ça existe vraiment. Parce que oui, on a déjà vu dans les films. Yeah, ça, Mais je c'est- savais pas que les gens faisaient ça en vrai. ça existait. Ça existait. Il a mis un mannequin dans son lit et il s'est évadé. Et la chose la plus étrange de tout ça, c'est ce qu'il n'avait que 5 semaines Qui lui restait. qui lui restait dans sa sentence. Il était supposé d'être libéré 5 semaines plus tard. Puis j'imagine c'est une des raisons pourquoi il pouvait s'évader. Personne n'attendait qu'il y ait quelqu'un avec 5 semaines qui reste Mais s'évaderait. heureusement qu'on l'a pas retrouvé, sinon il aurait fait beaucoup plus. Bon, peut-être ils ont retrouvé plus tard, je sais pas. Mais quand je suis quitté Cowansville, ils l'ont pas encore trouvé. Est-ce que je peux vous demander quel autre sujet vous n'avez pas traité dans le livre? Well, un autre sujet que j'ai pas traité dans le livre, c'était... Bon, j'ai parlé des suicides et j'ai parlé de rentrée de la drogue. Il n'y a pas beaucoup que j'ai pas traité. Mais il y a la tristesse il y a mon ami Jean-Pierre Bellemare s'est rendu dans le jus avec les gardiens pour avoir écrit sur les femmes gardiennes et leurs problèmes et leur situation envers les hommes, Qu'est-ce que ça veut les dire? hommes gardiens. Well, il y a des femmes qui sont des gardiennes de prison. Oui. Et leur situation You need to be envers les clearer. hommes. Les femmes gardiens ont c'était assez récent que les femmes gardiens étaient Gardienne des hommes. rentrées étaient engagées dans les prisons. Et il y avait une lutte entre il y a certains hommes condescendants et chauvinistes qui n'acceptaient pas la situation. Puis mon ami Jean-Pierre a écrit de ça et il s'est rendu dans le jus. De la politique, j'ai pas écrit des noms des gardiens ni des détenus. J'ai jamais écrit leurs noms ou des membres de l'administration. Ouais. D'attaquer ou de parler directement de leur nom. J'ai évité à faire ça. Mais c'est par respect pour des autres que j'ai fait ça. Si j'ai parlé d'un détenu, c'était toujours une initiale, comme B ou C ou D. Et j'ai jamais parlé d'un gardien, une gardienne ou un membre de l'administration individuellement, ce qu'il faisait ou elle faisait. J'ai passé beaucoup de temps quand j'ai entré en travaillant dans les écoles. Ça peut étonner vos lecteurs, votre auditoire que chaque prison comporte une école. Vous pouvez commencer première année et Ça, c'est nice, ça. yeah, c'est vraiment une place valorisante à travailler. Et vous pouvez terminer vos études secondaires, vous pouvez obtenir un DEC en prison. En prison. Et rien ne vous empêche de faire ça. Sauf que 70% de la population carcérale est analphabète. Wow.
Yeah, sur le niveau fédéral, c'était le chiffre quand Wow. j'étais là. 70% étaient incapables de parler et lire et écrire à niveau secondaire en anglais ou en français. Souvent, c'était des immigrants, comme des Vietnamiens, Ouais. etc., qui n'étaient pas scolarisés en anglais ou français. Mais souvent, ça prend un certain courage d'avouer que Ouais, vous ouais, êtes ouais. analphabète et demander l'aide il y a des enseignants qui viennent à l'école carcérale chaque jour, comme ils viennent à des écoles à l'extérieur. Ils m'ont dit que c'était une atmosphère, une ambiance plutôt comme un collège adulte, comme une école adulte à Mhm. l'extérieur. Wow. Mais ça prend de courage de dire que tu as besoin d'aide dans n'importe quel domaine en prison, parce que la prison est un lieu, ça peut être prédatoire. Mhm. Si vous avez une Si vous montrez vos faiblesse, faiblesses, ouais. vous risquez d'être taquiné Ouais, par ouais, des ouais. autres, et même Ouais. pire. Puis c'était toujours très valorisant de travailler avec les détenus qui voulaient travailler avec un autre détenu sur leur alphabétisation. Et ça, ce que j'ai passé beaucoup d'années en faisant ça. Mhm. Et j'ai jamais fait quelque chose aussi valorisant que ça. Et je parle de ça beaucoup dans le livre. Ok. Vous avez dit, vous êtes aussi chroniqueur et vous avez commencé, même lorsque vous étiez en prison, à Reflet de Société. Oui. Vous le faites toujours maintenant? Je fais toujours maintenant. Je Ok. fais un peu moins que l'année dernière parce qu'ils m'ont donné d'autres responsabilités. On a des travaux communautaires et compensatoires qui viennent au Café Graffiti à tous les jours Mhm. pour faire des différents travaux et pour lire et passer leur temps, des adultes. Et moi, maintenant, je suis responsable des travaux compensatoires et puis je dois les signer, leurs documents et donner d'ouvrages et faire en Mhm. sorte qu'ils respectent les règlements. C'est un coup d'ironie pour un ex-détenu. Je suis toujours sur libération conditionnelle. Oh. En tant qu'un lifer, que quelqu'un qui fait Oh, une c'était à sentence vie, perpétuité. oui, en Ok. perpétuité, j'étais condamné en perpétuité. Puis je serai en libération conditionnelle pour le restant de mes jours. Mhm. Mais je dois voir mon agent de libération 2 fois par mois. Heureusement, il n'est pas loin. Leurs bureaux sont pas loin de Café Graffiti. Ils sont toujours à Hochelaga-Maisonneuve, sur Ouais. P9. Et ils étaient très encourageants avec moi. Et ils me donnent des bons conseils. Mhm. Ils veulent pas que je retourne à Ottawa, ni de retourner aux boissons. J'ai pas le droit d'aller dans un bar, par exemple. Ouais. Il y a certaines conditions que je dois, mais ce sont des conditions que je suis contente à remplir, à suivre. C'est quand la dernière fois que vous avez pris de l'alcool? Le jour de mon délit. Le jour de mon délit, j'étais ivre, qui était le 13 novembre 1991. Un jour que je vais jamais oublier, Ouais, j'imagine. même si j'étais ivre, parce que c'est pas une excuse pour ce que j'ai fait. Mhm. Ok. Bon, parlons de teammates. Vous avez dit, vous avez écrit ça, vous étiez un peu plus jeune. Well, j'étais sur une équipe de rugby quand Ok. j'étais à Marianopolis. Et l'histoire s'agit de 3 jeunes joueurs sur la même équipe de rugby et leur parcours à l'école et après l'école. Mhm. Et le personnage principal se rend en prison, pas pour le délit que j'ai commis, mais pour un autre délit. Mhm. Et c'est comment les 2 autres réagissent. Ok. Ok. Et il y a beaucoup de clins d'œil sur les lieux que j'ai connus quand j'étais jeune. J'ai écrit ça en prison. J'ai écrit ça pour remémorer les lieux qui étaient familiers à Ouais. moi. Et quand je suis sorti, évidemment, tout a Tout a changé. changé. Montréal, Griffintown était des entrepôts quand j'étais libre avant mon arrestation. Il n'y avait rien à Griffintown. Maintenant, c'est des gratte-ciel. Mm. C'est la rue où j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Westmount. J'ai visité ça 3, 4 fois. N'est pas changé. Mais tout autour, l'avenue Green et Mm. tout autour a beaucoup changé. Mais de toute façon, c'était une façon pour moi de remémorer les 2 lieux de mon enfance et de mon Mhm. adolescence, qui étaient le Montréal et le Saint-Adèle. On avait une maison à Saint-Adèle. Puis une partie de l'action se passe à Saint-Adèle aussi. Et dans un club de rugby et des choses qui vont avec ça. Est-ce que vous avez encore justement des amis d'enfance qui vous ont recontacté ou avec qui vous discutez maintenant? Un, Ok. un, Ok. qui est très fidèle, qui est très religieux,
une des choses que vous apprenez quand vous êtes en dedans, c'est que les communautés de foi sont très importantes dans l'acheminement d'un ex-détenu et d'un détenu. Parce que les communautés de foi sont souvent les seuls qui sont prêts à vous aider, à vous Ouais. reconnaître que vous avez fait un tort et que vous êtes... you feel sorry for it, vous le regrettez. Puis c'est beaucoup plus facile de réintégrer avec des communautés de foi. Et ils ont des groupes pour des ex-détenus, les communautés de foi. Il y a un organisme qui s'appelle l'Aumônerie communautaire de Montréal qui font beaucoup pour des ex-détenus à Montréal. Euh, et l'autre chose qu'on apprend, je dois dire tristement, c'est que les francophones sont plus ouverts que les anglophones Comment ça? aux ex-détenus. Je sais pas. C'est juste ils sont moins condamnatoires. I see. Yeah. Que les francophones sont moins que les anglophones. Mais il y a des groupes, des Communitas, qui est un groupe des ex-détenus anglophones qui font l'entraide aussi. Ça existe. Ça existe, mais c'est moins broadly based, c'est moins peuplé que les communautés des fois francophones qui aident les ex-détenus. Et maintenant, marginal and proud of it? Well, ça c'est une traduction OK. d'un livre de Raymond Vigée Oh, OK. sur, et une couple d'autres personnes sur l'histoire du Café Graffiti. Café Graffiti est un lieu qui s'est établi à Hochelaga-Maisonneuve en 1997, qui était très médiatisé dans le temps. Il y avait un grand problème de délinquance juvénile. Il y avait beaucoup de jeunes femmes et hommes qui étaient manipulés et exploités par les Hells Angels qui contrôlaient le Hochelaga-Maisonneuve dans le temps. Puis le Café Graffiti, le lieu où ils pouvaient aller sans armes pour faire des arts graffiti et la musique et recevoir des conseils et de soutien. Et c'est une histoire du Café Graffiti, des débuts du Café Graffiti. Ça, c'est une pure traduction de Delphine Cobé, Raymond Vigée, une couple d'autres personnes ont écrit là, quelques autres personnes qui étaient des anciennes élèves qui ont... Marie-Soleil Proto était une ancienne élève de Café Graffiti. Il y a plusieurs personnes dans la société, dans les médias québécoises qui ont passé du temps faisant du rap, des rappers comme Samian. Il y avait une grande famille de Café Graffiti qui se sont répandus dans la société québécoise. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Est-ce que vous en avez d'autres, là, en tête? Quand je retourne cet après-midi au Café Graffiti, je vais devoir gérer mes travaux compensatoires et travaux communautaires. J'ai pas de projet, j'ai pas d'autres livres pour l'instant. Je vais continuer à vendre et à publiciser les livres que j'ai déjà faits. Vue de ma cellule était un accident heureux. Il y avait quelques personnes dans le système de Café Graffiti, dans la grande famille, qui ont lu mes écrits, ont dit qu'ils méritent d'être rassemblés dans un volume. Et j'ai été honoré, je suis honoré et fier qu'ils l'ont fait. Mais mes observations aujourd'hui seraient beaucoup moins uniques et particulières que les observations que j'avais en dedans, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde, votre parcours derrière les barreaux. Moi, je vis un parcours que beaucoup d'autres font dans la vraie vie. Je ne sais pas si ça intéresserait du monde. Mais Raymond a laissé la porte ouverte aux autres livres si je les écris. Mais j'ai rien pour l'instant. OK. Colin, Oui, madame. je sais que vous êtes anglophone, mais selon vous, est-ce qu'il y a des choses que, mettons, vous avez écrit en anglais et en français? Est-ce qu'il y a des différences? Et c'est quoi votre préférence? Well, un livre anglophone qui dit exactement la même chose qu'un livre francophone est 25% moins long. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr que l'anglais est une langue beaucoup plus concise que le français. Honnêtement, j'écris en français, j'écris des articles pour Reflet de Société sur une variété des sujets en français. Et j'adore écrire pour un magazine parce que si j'ai une idée, je parle avec des autres et puis j'apprends moi-même sur les différents sujets que j'ai traités. Et si quelqu'un veut voir mes anciens articles, ils peuvent aller sur le site web de refletsociété.com.
J'aime les deux. C'est un défi de travailler en français. Je commets des erreurs, mais mes articles et mes écrits doivent être relus soigneusement avant qu'ils soient publiés. En anglais, je suis l'éditeur du bureau. C'est moi qui décide. Chaque mot que j'écris, ça sort exactement comme ça. Et j'ai un site web. Nous avons un site web anglophone qui s'appelle, je vais faire le pub pour ça maintenant, j'ai l'opportunité, qui s'appelle The Social Eyes. OK. Et ça a eu, je ne sais pas comment ou pourquoi, mais on avait 1,3 million de visionnements cette année. Et The Social Eyes, c'est essentiellement les mêmes articles qui sont été publiés en Reflet de Société, mais en anglais. Puis ça donne notre auditoire et on a des grands codes d'écoute, des codes de lecture en Chine et aux États-Unis et au Brésil. Ça leur donne un clin d'œil dans la culture québécoise. Mais on a eu, c'est explosé cette année, on ne comprend pas pourquoi, mais ça a 1,3 million de visionnements à date cette année. Et je suppose que Reflet de Société n'a pas ce niveau de visite-là. Un jour. OK. Ah, c'est compréhensible aussi. Mais Reflet de Société est très populaire. Okay. Il y a beaucoup de codes d'écoute, mais c'est pas si que ça. Raymond, dans son blog, qui publiait pendant 30 ans, autant que long qu'il y avait des blogs, il dit qu'il y a 7 millions de visionnements à vie sur son site blog. Ouais. C'est pas si pire. Pour un blog en français, c'est pas si pire. Le monde anglophone est tellement vaste. Exact. All right. Colin, Oui, quatrième de couverture, il y a 2 segments. Il y a un segment un peu plus sérieux, c'est celui qu'on vient de faire. Oh, ça, c'était sérieux? Ouais, Okay. C'était sérieux, c'était un peu intense. Mais il y a un deuxième volet. Il y a un deuxième volet qui est un jeu. C'est un peu plus ludique, c'est un peu plus léger. OK. Et puis, donc, je crée un jeu que j'adapte, bien sûr, en fonction de l'invité que je reçois. OK. Donc, aujourd'hui, je vous ai concocté un petit jeu qui s'appelle l'expression impossible. Oh. On va jouer sur le fait que vous avez écrit dans les 2 langues. Oui. C'est vrai que vous avez appris le français par des Anglais qui ne voulaient pas vous communiquer l'accent québécois. Mais ce que je vais vous demander, je vais vous donner 3 ou 4 expressions québécoises. Oh, OK. Que je vais vous demander de traduire en anglais. OK, on verra. C'est vraiment du pur québécois. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Écoutez, même moi, je ne savais pas que ça existait, mais j'ai dû googler un tout petit peu. Donc, la première expression, c'est « Il pleut à boire debout ». Did you know that one? Non. C'est ça. Donc, je suppose il pleut tellement que, je sais pas, c'est quoi le rapport? Peut-être It's Raining Cats and Dogs. Exactement. Ouais. C'est parfait. Et tu sais d'où ça vient? Non. Au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, les toits étaient faits d'étain. OK. Il y a beaucoup d'étain en Grande-Bretagne. Il y avait des mines d'étain qui étaient la valeur pour l'Angleterre romaine. Puis les chats et les chiens dormaient sur les toits. Ouais. Et quand il pleuvait, ils glissaient. Ça glissait. Ils glissaient. Wow. OK. It's Raining Cats and Dogs. OK. Deuxième expression. Oui. Ça, on la connaît même en français. De France, ça existe. Avoir le feu au cul. Mais je sais que les francophones adorent péter dans leurs expressions. Ils pètent le feu, ils pètent les plombs. Ça dépend de ce que vous pétez. Votre humeur dépend de ce que vous pétez en français. Mais je ne connais pas cette expression. It's like to be in a rush. Oh, OK. Ouais. Need to act very quickly. OK. Péter de la broue. On parlait de péter tantôt. On parle de péter de la... Je sais péter les plombs, je sais péter le feu. Péter de la broue, vous êtes ivre? No, it's more like you're bragging, you're showing off. Oh, really? Oui, OK, c'est ça. j'apprends. Je me coucherai moins niaiseux ce soir. OK. The last one. OK. Se paqueter la fraise. This one I didn't know. I don't know it either. It's like to get drunk, to get wasted. Se paqueter la fraise? Exactement. OK, parce que je sais la façon dans laquelle on produit de la broue en dedans, dans les prisons, c'est de prendre des fruits et les fermenter. Oh, et du maybe. ketchup et du sucre. C'est comment on produit l'alcool en dedans. Okay. On rassemble des fruits, des fraises pour les chauffer et les distiller. Yeah. Colin, malheureusement, on n'a qu'1 heure de temps. OK. Donc, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des
sujets, des points que vous auriez aimé qu'on discute, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de discuter aujourd'hui? Mais je pense qu'on a bien couvert tout. L'important, c'est d'imaginer que vous êtes en dedans, comment vous réagirez, que les êtres humains derrière les barreaux sont des êtres humains qui ont commis des erreurs dans leur vie. Souvent, ils sont analphabètes. 90% souffrent d'une dépendance. Wow. Et puis, ils sont capables si vous les donnez une deuxième chance, ils s'éduquent et ils s'éloignent des substances. Ils sont capables de devenir des bons citoyens. Les statistiques prouvent que si vous commettez un acte violent dans la vingtaine et vous passez des années derrière les barreaux, vous n'êtes pas plus disposé de commettre un acte violent lorsque vous quittez la prison que la population générale. OK, that's nice. Ça, c'est lu dans l'Économiste, puis ça doit être vrai. Puis, nous sommes tous des marginaux dans un sens ou l'autre. Il faut considérer du monde comme ça. Moi, je viens de l'extérieur de la culture dominante et je vois comment ça se peut être. Colin, can I ask you a very personal question? Go ahead. Vous êtes sorti, vous avez trouvé du travail, vous continuez à faire à faire des articles. Personnellement, est-ce que vous avez une nouvelle conjointe? Non. Est-ce que vous pensez en avoir une? Non. C'est une bonne question. C'est ce qu'ils m'ont demandé au parloir quand j'ai passé là il y a quelques mois. Groucho Marx a dit « Je voudrais jamais être membre d'un club qui voudrait m'avoir comme membre. » Avec mon parcours et ce que j'ai fait, je veux pas charger ça sur le dos d'une dame. C'est pas, mes instincts sont hétérosexuels, mais je vais vivre ma vie toute seule et je suis bien avec ça. Parfait. Donc, juste pour rappeler que vos livres sont disponibles aux éditions. ÉditionTNT.com, yeah. Exact. Et puis les librairies aussi participantes habituelles. Vous avez dit refletdesociété.com, .ca. Je pense que c'est .com. .com. Puis, mais vous checkez googlez Reflet de Société, vous allez voir le site web. Il y a des longues années de nos articles dans une banque. OK. Dans des archives. Ça s'appelle des archives de Reflet de Société. Parfait. Et pour les anglophones qui nous écoutent, vous avez dit aussi... The Social Eyes. The Social Eyes. Qui est un jeu de mots. Social, S-O-C-I-A-L, Eyes, E-Y-E-S. The Social Eyes. Et vous, si on veut vous suivre, savoir c'est quoi vos actualités, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Lisez Reflet de Société. Vous allez voir ce que j'ai fait la semaine dernière. Je m'y attendais aussi, là, parce que vous tenez beaucoup à votre solitude, maintenant. Voilà. Et votre paix. All right. Est-ce que vous avez un dernier mot pour ceux qui nous regardent, nous écoutent? Mais merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand honneur de passer du temps avec vous. Et vous faites beaucoup pour la littérature québécoise et j'en apprécie ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Colin, de vous être ouvert, d'avoir parlé sans filtre. C'est très, très apprécié et c'est très rare. Je trouve que vous avez beaucoup de courage. Non. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour ce par quoi vous avez traversé et du chemin que vous avez pris. Merci à vous. J'apprécie ça énormément. Parfait. C'est tout. Wow. OK. Merci beaucoup, Colin. Thank you very much.